très content de vous retrouver pour la tchatch de reprise en main donc, de Gilles Perret. Gilles Perret, mais qui est venu donc accompagné de la co-scénariste et de la directrice artistique du film, donc Marion Richoux. Heureux de vous retrouver là. C'est vrai que j'espère que vous êtes remis un peu de vos émotions, parce que hier soir, c'était un peu chaud à la fin de la séance. Donc, en tout cas, merci d'être là. Peut-être avant de démarrer véritablement sur le film et sur ta première fiction, peut-être parler un petit peu de ton cinéma. J'en ai un peu parlé hier en présentation, mais on va prendre un petit peu plus de temps. Bon, déjà, la question que j'ai envie de te poser, c'est si tu te rappelles du moment où, à un moment donné, tu as tout lâché de ce que tu faisais et que tu as eu envie de prendre une caméra et de filmer et de nous raconter des histoires. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur ? Oula, je croyais que tu allais dire quel est le premier film qui t'a marqué. C'est la question qu'on pose aux réalisateurs d'habitude. Oui, et tout. à 13 ça, ans, tu as vu Le Gendarme et les Extraterrestres. Ouais, mais maintenant, je ne le dis plus parce qu'on en a marre d'entendre. Ouais, j'ai vu mon premier film à 13 ans. Donc bon, peu importe, on s'en fout. Mais non, en fait, moi, j'ai toujours fait un peu de dessin, de photo. Mais c'est vrai que mes études, j'ai fait des études. J'étais donc fils d'ouvrier dans ces usines-là. Et j'ai travaillé aussi. J'avais un diplôme d'ingénieur en électronique et robotique. Donc l'usine que vous avez vue dans le film, en fait, j'ai aussi travaillé au tout début de ma carrière professionnelle en tant que prestataire pour installer des machines automatisées. Et ces machines-là, je les connaissais. Donc c'était aussi une chance pour le film, pour quand je montrais aux acteurs comment ça marchait et tout, ça donne un peu de crédit, quoi. Mais parallèlement à ça, je faisais un peu de photos, de dessins à l'époque, on faisait l'armée et j'étais objecteur de conscience pour ceux qui, quand je dis ça aux jeunes, ils savent plus ce que c'est, mais en tout cas, on refusait de porter les armes et on faisait 2 ans au lieu d'1 an dans une collectivité locale ou dans une association reconnue d'utilité publique. Et moi, j'ai fait dans une télé locale. Et donc, c'est là que j'ai basculé et je l'ai fait à Cluses, justement dans la vallée, là où on a tourné. Et donc, c'est ce qui m'a fait basculer, mais en même temps, j'aimais toujours ça quand même, un peu la photo, la vidéo. Puis j'ai eu aussi la chance de grandir à côté de quelqu'un qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelle John Berger. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, dans la salle, qui est un écrivain, scénariste anglais, et qui est venu s'installer quand j'étais tout gamin dans le petit hameau où on habite toujours, où j'ai toujours habité. Et qui était quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu et qui a été un peu déterminant aussi, je pense, dans ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà. D'accord, tu es venu comme ça. Ouais. Ok. Donc effectivement, tu as fait des tas de films, notamment tu as travaillé pour la télévision. Et je le disais à un moment donné, avant de faire véritablement donc, ta première fiction, tu as fait 7-8 films entre Ma mondialisation et Je veux du soleil. Et j'aimerais un petit peu que tu caractérises un petit peu le cinéma et le cinéaste que tu es. Bon, on décrit cinéaste militant, cinéaste engagé. Moi, j'ai l'impression que tu aimes bien plus qu'on t'appelle cinéaste citoyen, tout simplement, non ? Alors, en ajoutant, j'ai toujours voulu raconter le monde à travers les particularismes locaux. Ouais. Alors, je ne sais pas si j'ai plus de mal avec le terme militant qu'avec cinéaste, mais déjà cinéaste, pour moi, c'est un peu le truc inaccessible. Et je ne suis pas toujours sûr d'être bien légitime et de faire partie de ce monde-là, mais enfin bon, peu importe. Mais en tout cas, c'est sûr que ce qui m'a motivé pour faire des films, c'est de parler des gens que je connais, des gens que j'aime plutôt bien, et puis surtout d'être proche des gens. Donc voilà, je pense que... Et citoyen, oui, parce que dans mes films, d'une manière générale, on parle de l'engagement individuel, mais aussi de l'engagement collectif. Les films que j'ai faits, comme Les Jours Heureux sur le Conseil national de la résistance ou La Sociale, c'est des films historiques, mais ça parle du groupe, du commun, de l'envie de changer la société, d'améliorer le collectif, et avec un souci permanent, c'est d'essayer de montrer que c'est quand on se met tous ensemble qu'on réussit à faire de belles choses, et c'est certainement pas dans le mépris, l'arrogance, le macronisme, quoi. En tout cas dans l'individualisme, qu'on améliore la société. Et on le sait. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le savent, mais qui sont encore un peu trop bien dans le bateau pour l'instant pour dire qu'il faut changer tout ça. Donc voilà, ça a toujours, je crois que une des raisons d'être de mes films, c'est aussi de donner la parole à des gens qui l'ont pas, en tout cas, ou peu, ou en tout cas des histoires qu'on n'a pas racontées ou qu'on n'a pas voulu raconter sciemment. Donc voilà. Et puis finalement,
ça commence par un film sur un voisin. Mon premier film, c'était sur mes voisins agriculteurs, qui sont toujours nos voisins. Enfin, il y en a 2 qui sont décédés sur 3. Donc c'est à 100 mètres de la maison, quoi. Donc on se voit encore tous les jours. Et puis petit à petit, après, il y avait Walter Retour en résistance. C'était un voisin du hameau d'à côté, qui est un ancien résistant déporté, communiste, et c'est là qu'on a commencé à parler du Conseil national de la résistance. Et j'ai toujours été persuadé qu'à travers l'histoire de mes voisins, on pouvait raconter l'histoire du monde, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller... et des fois, c'est même plus exigeant. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète pour raconter l'histoire du monde de temps en temps. Et quand je dis que c'est plus exigeant, c'est que quand on raconte l'histoire de ses voisins, on ne peut pas trop raconter de conneries, ou on ne peut pas trop s'arranger un petit peu, esthétiser, amplifier, magnifier la situation, parce que sinon, le lendemain, on croise les personnes dans la rue. Ça, c'est des expressions de citadins, en tout cas dans le village, et on va se faire engueuler, quoi. Donc ça nécessite d'être un peu plus rigoureux, quoi. Et alors, si tu peux un petit peu développer par rapport à... Tu l'as abordé déjà un petit peu hier soir, sur ce passage-là, c'est-à-dire de passer de la fiction. Mais quand tu dis que ton dispositif s'en rapprochait de plus en plus au fil des documentaires, et qu'en fin de compte, le fait que tu fasses ce film, cette comédie sociale, ça paraissait évident pour toi. Qu'est-ce qui faisait que, justement, ton dispositif s'en rapprochait de plus en plus ? Bon, déjà... J'ai quand même rendre hommage à Marion, qui, mis à part qu'elle soit scénariste, c'est aussi ma compagne dans la vie, ce qui m'a poussé à franchir ce pas, parce que c'est vrai que par rapport au milieu de là où je viens, en fait, j'avais pas trop de raison de faire des films de fiction, en fait, quand je vois... Enfin, ça explique aussi le contenu des films du cinéma français. Je veux dire, quand on voit bien qui sont les cinéastes aujourd'hui et de quel milieu social ils proviennent. Donc elle a essayé de me décoincer un peu ça pour dire, mais si, on peut le faire. Et en fait, ce passage à la fiction, tout le monde me parle de ce passage à la fiction comme si c'était un truc de malade. Bon, moi déjà, je ne mets pas sur un piédestal de la fiction par rapport au documentaire. C'est sûr qu'au niveau du dispositif, on passe d'un truc hyper minimaliste où on est tout seul avec François Ruffin dans la bagnole pourrie, que les deux, où on fait tout à deux, à tout d'un coup une équipe de 40 personnes et des comédiens, des trucs. Donc là, c'est sûr que le gap est important, mais dans la façon de faire... je crois que sur les documentaires, ceux que j'ai fait avec François et ceux que j'ai fait tout seul, déjà le fait de ne pas mettre de commentaires et de raconter des histoires avec des artifices, non pas qu'on trahisse la vérité, mais de trouver des solutions pour raconter ces histoires-là sans mettre du commentaire, sans vouloir magnifier par trop de musique, sans vouloir... Eh bien, on utilise les mêmes procédés, on crée des situations, on suscite... des réactions, parce qu'on se dit, en connaissant bien les gens, si on les met en rapport avec telle ou telle personne, si on les met dans cet endroit-là, il y a de grandes chances qu'il se passe ça. Donc du coup, moi, quand je tourne mes documentaires, j'ai toujours en permanence dans ma tête me dire, est-ce que tout a bien été dit? Est-ce que je vais pouvoir monter ça sans avoir à mettre de commentaires, sans avoir à réexpliquer comment on va mettre en perspective? Donc du coup, finalement, la fiction, c'est aussi un peu ça. C'est de savoir comment tu vas construire ton histoire, et comment tu vas mettre les mots dans la bouche des acteurs. Et donc voilà, alors... Après, c'est sûr qu'en termes de budget, de temps d'écriture, c'est l'écriture de ce film-là, parce que bon... j'espère que vous avez passé un bon moment, mais c'est vrai que le scénario est un peu compliqué pour que ce soit... L'envie, c'était que ce soit crédible. On va pas trop vite. Mais tu dis aussi que de traiter de ce sujet, ça aurait été peut-être délicat d'interviewer des gens, d'aller... voilà. Oui, le passage à la fiction, justement, sur ce film-là, c'était aussi ça, c'est que ces histoires de LBO, tout ça, je les connaissais, je les avais déjà entendues, j'avais déjà traité de ça dans un des documentaires de ma mondialisation, et la question, c'était toujours comment on sort de cette merde, comment on limite l'impact des prédateurs de la finance sur les gens qui travaillent, quoi. Parce que finalement, les LBO, c'est un moyen magnifique de prélever des richesses et de pouvoir faire sortir des richesses des entreprises avec des taux de rendement hyper importants, tout c'est légal, quoi. Et donc, du coup, comment on entrave ça? Alors, on peut entraver, moi j'ai une solution, c'est une solution politique, c'est juste qu'on interdit ces LBO, il faut juste avoir à la tête des États et des responsables politiques courageux, et certainement pas des gens qui viennent du monde de la banque. Mais en tout cas, dans notre histoire, c'est de se dire, il faut qu'on réfléchisse, qu'on trouve une solution. Et c'est vrai qu'il y avait des gens qui commençaient à parler, des patrons, des trucs, qui me disent des choses, parce que j'ai gardé de bonnes relations avec pas mal d'entre eux. Mais c'est sûr que tu traites ça en doc, les gens ne vont pas oser s'exprimer, ou ça va être très délicat. Et moi, je n'ai pas pour habitude, dans mes documentaires, même ceux qui sont mis en porte-à-faux,
Ils ne sont pas floutés, masqués, on ne met pas des voix. Et donc, à ce moment-là, puisque c'était compliqué à traiter en documentaire, à ce moment-là, on passe en fiction et on met ce qu'on a envie de dire dans la bouche des acteurs. Et en ce sens, c'est plus facile. Alors, je ne dis pas que la fiction est plus facile que le documentaire, mais dans ce registre-là, c'est plus facile. C'est assez agréable, en fait. Moi, c'est vrai que je ne connaissais pas ce monde-là, mais c'est quand même assez agréable de pouvoir... parce que des fois, en doc, tu es avec des gens et tu sais qu'ils sont capables de dire ce qu'ils t'ont déjà dit, puis ça ne sort pas comme il faut. Alors, tu tournes en rond, tu reposes la question, tu pinailles un peu. Hein. Tu te dis, putain, normalement, il doit me dire ça, quoi. Puis des fois, ça ne sort jamais, quoi. Parce que, ben voilà, soit moi je suis pas bon, soit ou ça pinaille en tout cas. Et là, en fiction, il y a un truc qui est sûr, c'est que si l'acteur a à peu près a pris son texte comme il faut, normalement, il est capable de ressortir, quoi. Et donc, voilà. Normalement, mais ce qui s'est passé avec bonheur sur le tournage. Et alors, c'est là que tu rentres en jeu. Marion, tu me disais hier soir qu'en fin de compte, ce projet, c'est quand même 6 ans. Non, mais je lui passerai le micro. Hein. C'est 6 ans. Et donc, vous vous mettez à écrire tous les deux le projet. Donc, j'aimerais savoir d'où c'est parti, en sachant aussi, et j'arrêterai là, les phrases que tu nous dis. Tu dis que il me faut du réel et un attachement personnel pour raconter des histoires. Voilà. Alors, je ne sais pas qui prend la parole des deux par rapport au scénario. Madame Frichou. Alors j'y vais, je me lance. Oui, 6 ans, mais alors je tiens à dire que c'est pas 6 ans non-stop. On avait, et lui et moi, des activités annexes. Entre-temps, il a dû sortir 3 films. Et moi, j'avais un boulot à plein temps de mon côté dans les archives de cinéma. Donc, quand l'idée a émergé, en fait, c'était, il y a peut-être 7 ans maintenant. Et on s'y est attelé vraiment quand on a eu un producteur qui nous a dit mais l'idée elle est géniale, allez-y, je vous suis. Et après, ça s'est construit comme ça, on va dire de manière un petit peu ponctuelle sur ces 6 années. Et puis le premier producteur qui est Jean Bigot, qui est producteur un peu historique des films de Gilles. Il s'est senti à un moment donné les épaules trop petites par rapport au projet. Donc on a trouvé un autre producteur qui est venu à ses côtés. Et puis après, on a eu aussi le distributeur qui a suivi. Donc le cheminement d'un film, c'est aussi ça. Il y a une écriture, il y a une partie artistique qui se développe, mais elle ne peut pas se faire sans aussi tout le montage budgétaire nécessaire, parce que sinon, c'est voué à jamais exister en film. Donc on peut dire que là aussi, c'est un film qu'on a porté à 2. Sur la dernière année, on était même 3, puisque est intervenu Raphaël Desplechin, qui est une scénariste confirmée. L'idée avec les producteurs et les distributeurs, quand on avait fait notre dernière version du scénario, parce qu'il y en a eu bien une vingtaine, c'était qu'il y a un moment, on bloquait, nous, on avait un peu tout donné ce qu'on avait. Et il manquait encore quelques trucs, notamment sur la forme, pour que le scénario il soit accueilli de la meilleure des manières par ceux qui financent, au CNC, tout ça, donc pour que le film, là encore, puisse se faire. Et donc, Raphaël, elle est intervenue sur cette dernière année. On a fait pas mal d'allers-retours, alors d'abord en se voyant, puis après avec... la situation sanitaire, c'était pas mal en échange aussi téléphonique ou Skype, et où on a retravaillé vraiment la structure globale du film, et puis sur les dialogues aussi, où elle a mis de l'huile dans les rouages, on va dire. Et voilà, donc je voulais aussi rendre hommage à Raphaël, parce que c'est Gilles qui avait flashé sur un film notamment. Tu peux peut-être en parler, pourquoi on est allé vers Raphaël. Ouais, c'était j'ai oublié le titre du film avec Romain Duris, et il y avait déjà Laetitia Doche. Nos batailles. Nos voilà. batailles. Et dans la façon de faire, je trouvais ça bien.
Et c'est comme ça qu'on a pris contact avec Raphaël. Et après, là, il y a du réel. C'était un film avec du réel. Du réel. Ouais. C'est pour ça que je réponds à l'autre question aussi. C'était pour nous évident que ce passage à la fiction, il se faisait en étant ancré vraiment dans le réel. Parce qu'on aime bien savoir, vous vivez sous le même toit et tout ça, vous écrivez un scénario ensemble. Ça veut dire quoi dans les faits? Vous écrivez ensemble, vous sortez la table et vous écrivez dehors devant la montagne. Comment ça se passe réellement? Tu veux tu veux plus de détails? Non. Non, non, en fait, on échange. Quelqu'un écrit, l'autre prend le relais. Et puis, moi, des fois, je suis un peu chiant parce que j'ai un peu mes idées dans la tête, tout ça. Et puis, des fois, mais c'est parce que moi, on pense qu'on est en bagnole ou qu'on est en train de, je sais pas, de faire de la montagne, de l'escalade, réfléchit. Puis après, les idées viennent, sortent. Marion les met un peu sur papier, et vice-versa. Et donc, du coup, voilà. Après, il y a, dans la façon de faire, il y a aussi moi qui les filles, donc Raphaël et Marion, elles se sont un peu battues contre moi dans la façon que je pouvais avoir d'écrire un scénario trop démonstratif. Tu vois, on est un peu chiant les documentaristes, c'est aussi là-dessus qu'on m'attend au tournant, parce qu'en général, les documentaristes qui passent à la fiction, à chaque fois, on me disait attention, il ne faut pas être trop démonstratif, il ne faut pas trop dire les choses et tout. Et c'est vrai que moi, j'aime bien être sûr que les gens aient bien compris, donc c'est un peu lourd, quoi. Mais je me soigne. Bon, voilà. Et donc, en fait, c'est vrai il y avait toujours un petit... voilà, des discussions autour de ça. C'est savoir quel mot il faut mettre. Est-ce qu'il faut mettre ce mot-là, pas ce mot-là? Est-ce qu'il faut cette séquence-là, pas cette séquence-là? Et c'était assez intéressant. Mais c'est bien de travailler à trois. Avec François, on travaille beaucoup à trois aussi avec Cécile, François Ruffin, pardon. Oui. Et Cécile Dubois, qui a monté Merci Patron, Je veux du soleil et Debout les femmes. Et c'est vrai que le travailler à trois, c'est pas mal. Ça tourne et ça crée des alliances différentes. Et on n'est jamais rentré en conflit avec qui que ce soit avec ce truc. Enfin, pour l'instant, je suis pas un homme de conflit. Pas trop. Ouais. Moi, j'aime bien dire. On a échangé hier soir. Je discutais, je sais plus, avec quelqu'un. Dire que je suis un peu la sage-femme, et c'est à double sens. C'est-à-dire que je suis un peu une accoucheuse de l'histoire, des histoires qu'il a en tête. Et je vais tirer un peu, je sais ce qu'il a en tête, et je sais ce qu'on peut finalement peut-être tirer de tout ça. Et sage-femme aussi, dans le sens, comme il disait, enfin, je ne sais pas si c'est des garde-fous ou si c'est... mais peut-être de dire, ah ben non, là, fais gaffe, c'est peut-être trop démonstratif, ou là, attention, parce que... Il y a MeToo qui est passé par là, et le discours féministe, c'est important. Et ok, on évolue dans un monde masculin, dans le décolletage, mais il faut quand même aussi faire gaffe à ce qu'on dit maintenant, parce qu'on ne peut pas dire que des conneries. Il faut être sérieux sur ces questions. C'était moi qui disais des conneries, hein, voilà. Vous avez compris. Donc voilà, sage-femme, ça me convient plutôt pas mal. Ouais, c'est intéressant cette question-là, parce qu'en fait, ça rejoint ce que tu disais. Moi, c'est vrai que je suis toujours admiratif des cinéastes qui sont capables d'inventer des histoires ex nihilo comme ça. Et je suis sincèrement admiratif. Parce que moi, je serais vraiment incapable. Je veux dire, s'il n'y a pas... Tout le film que vous avez vu là, c'est que des choses qui sont issues du réel. De mon histoire, des histoires de copains au lycée, du gars qui grimpe, il existe. Le Denis que vous avez vu dans l'atelier, c'est un copain à moi qui a son atelier, c'est là où on a tourné. Enfin, on essaye de mêler ça pour que ça fasse un film, mais je serais vraiment incapable. Et donc voilà, il y a du réel. Et c'est vrai que dans la volonté d'être dans le réalisme, dans les premiers dialogues que je pouvais écrire, il y a des dialogues qui effectivement passeraient mal. Mais en même temps, du coup, on se retrouve avec des dialogues un peu plus polissés parce qu'il faut faire gaffe. Mais pour le coup, c'est pas la réalité, malheureusement. Je veux dire, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ce qui se passe, les discussions à la cafette, à la machine à café ou sur les terrasses de bistrot de Sionzier, comme ça, quand il y a une nana qui passe et qui traverse la rue, c'est pas forcément toujours de première finesse, quoi. Alors bon, voilà, la réalité, elle est comme ça. Maintenant, c'est vrai que quand tu vas déposer un dossier à Paris au CNC et que, faut faire gaffe.
Ouais, c'est vrai que je me suis douté que tu n'aurais pas voulu avoir tout à fait le même dialogue quand tu parles de l'escalade en salle, je me doute, et que tu t'en moques. Bon, écoutez, moi, on pourrait continuer des heures, hein. On a déjà discuté tout hier soir avec eux et tout ça, mais si vous avez des questions ou des remarques, on vous donne volontiers la parole. Ah, ça y est, ça se lève, voilà, c'est super. Allez-y. Oui, bonsoir. J'ai un très 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 grand plaisir de voir ce film parce que je pense que c'est un film grand public dans le très bon sens du terme. C'est-à-dire que je pense d'ailleurs que ce film va, communément ou familièrement cartonner. Parce que tout ce que vous... Enfin, d'abord, le scénario est vraiment très 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 bien construit. Et on ne s'ennuie pas une seule minute. Et tout est, vraisemblable, véridique, très, très, très humain. Et en particulier, les acteurs là sont formidables, en particulier Pierre Delalanchant. Et puis cet acteur dont je ne connais pas le nom, mais qui jouait dans 10%, là, c'est Grégory Montel. Ouais, qui est vraiment, vraiment excellent. Et tout ça, c'est vraiment formidablement bien troussé. Et on voit bien effectivement de la vie de l'usine, on voit bien les problématiques contemporaines. Et moi qui connais un peu le milieu de la finance, je peux vous dire que c'est très très bien vu. Hein. Et en même temps, c'est très très bien documenté, parce que tout ça existe effectivement, y compris les traîtrises, entre guillemets. Et vous qui avez parlé de Macron tout à l'heure, vous savez très bien que quand les journalistes du Monde ont essayé de faire quelque chose pour la passation du pouvoir, enfin pour la passation du capital, il faut savoir quand même que Macron était à la fois d'un côté et de l'autre, par hasard, dans les montages qui ont été faits pour la reprise du Monde. Donc voilà ce que je voulais vous dire, parce que je pense que c'est pas facile de faire un sujet aussi sérieux et actuel et politique, etc., tout en faisant une œuvre vraiment de cinéma très 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 agréable à regarder. Et on ne se prend pas du tout la tête. Et dans les personnages, il y a d'ailleurs quelques familiarités, etc., si vous voulez, qui sont en fait des sortes de respirations très très agréables, et qui fait que on prend un plaisir fantastique à regarder ce film. Moi, je pense que c'est vraiment un film qui va vraiment marcher, parce que moi, je pense que vous allez faire au moins entre 1 et 2 millions de visiteurs du film, parce que je pense que vraiment, non, mais si on regarde par rapport à d'autres films qui ont cartonné dans ce temps, non, mais là, bon. Je pense honnêtement que c'est très réussi. Voilà. Bon, en tout cas, merci pour le commentaire. Après, ne lui mettez pas ces choses-là en tête, parce que vous savez, la vie d'un film, on ne sait pas jamais, et encore plus maintenant. Donc, et moi, on leur souhaite beaucoup de choses. Hein, mais... Non, en tout cas, moi, merci pour le commentaire, mais c'est sûr que le côté... alors moi, je n'ai pas de problème à employer le mot comme cinéma populaire. Moi, je revendique ce côté-là, et mais pas du populaire, pas con. J'espère qu'on apprend des choses aussi en regardant ce film. Et moi, je pense que si j'aimais pas la politique, je ferais pas de cinéma. Je veux dire, tout est lié. Donc, essayer d'amener du contenu, amener aussi de la combativité chez les spectateurs, en passant par le rire, en passant par l'émotion, en passant par... c'est ce que j'essaye de faire quasiment sur tous mes films. Et j'espère que vous l'avez ressenti aussi comme ça là-dedans, parce que c'est un film qui finalement est très politique, mais emballé de façon dans un emballage de cinéma populaire. Voilà. Mais pour moi, c'est pas un gros mot, au contraire. Voilà, il y a tellement de films prétentieux. Et il y a des très bons films aussi. Mais, et sur l'aspect comédie, on peut dire qu'il était présent à l'écriture, mais que l'apport des comédiens en a remis une couche, parce que nous, ça nous a aussi surpris. Vos réactions d'hier soir, par exemple, puisque c'était la première projection publique, on savait, puisqu'on écrit, on sait bien que c'est pour faire sourire, et nous on sourit en écrivant nos trucs, mais c'était au-delà de ce qu'on imaginait au niveau de la comédie dans le film. Et c'est vrai que le rire, c'est quand même une belle arme politique aussi.
Parce que si on veut changer le monde uniquement en disant qu'il n'y a rien qui va, puis on est tous foutus, et puis faire des films sociaux où tout le monde se suicide à la fin, je ne suis pas sûr que c'est ça qui donne l'énergie aux gens pour changer la société. Et donc, du coup, la comédie, dès le début, c'était important, mais il fallait aussi qu'on ait du fond et du sérieux. Oui, bah écoutez, je pense que c'est réussi, bravo. Pardon. Je dirais que c'est jouissif. J'étais vraiment très contente à la fin parce que, bon, j'ai peut-être employé une expression qui n'est pas très, comment dire, correcte, mais ces gens-là ont réussi à niquer la finance et ça fait du bien et ça peut peut-être donner des idées à certains, ça serait super. Et vraiment le faire avec les armes de la finance, c'est ça. C'est-à-dire que dans tous les documentaires que vous avez réalisés, etc., et tout ce qu'on peut lire par ailleurs, c'est toujours avec des belles intentions, des belles valeurs humanistes, etc., universelles, etc. Mais on voit que, pouf, la finance, elle s'en fout royal. Et là, avec les armes de la finance, peut-être que c'est ça la solution. Et là, vous avez peut-être ouvert une piste, ça serait super. Il y a quelqu'un qui disait hier, d'habitude, la fiction s'inspire du réel, et là, nous, on souhaite que justement, ce soit le réel qui s'inspire de la fiction. Si ça donne des idées, tant mieux, quoi. Écoutez, la réaction que j'ai eue, j'ai dit, mince, c'est une fiction, mais dans le sens, effectivement, non pas du documentaire et du langage du cinéma, mais c'est une fiction. Mais si ça pouvait être réel, ce serait vraiment bien. Bravo, en tous les cas, vraiment. Bravo, merci. En tout cas, tout a été authentifié, puisqu'on a rencontré des financiers, on est allé à Genève, on a fait relire les scénarios, et tout tient la route, quoi. On ne peut pas dire que c'est pas possible. Ouais, on a un jeune financier suisse qui fait le métier de Finnegan, de Frédéric dans le film. Ouais, du jeune qui a validé tout ça, ça l'a fait assez marrer de participer. Il y a un côté, toi, par rapport au documentaire et la fiction, il y a quand même une grosse différence. C'est quand tu commences à parler de Cinoche, les portes s'ouvrent, toi, parce que cinéma, machin et tout. Et donc, du coup, quand c'est le documentaire, on se méfie un peu, tu vois. Mais quand t'es le cinéma, là, tout d'un coup, voilà. Ouais. Et donc, on s'est servi de ça, et c'est vrai que ça nous a ouvert pas mal de portes. On a été plutôt bien accueillis. Et Gabriel, le financier, a validé le scénario, mais en même temps, il nous disait, mais à la limite, vous n'êtes même pas assez cynique, et vous utilisez même pas assez d'anglicisme. Vous avez peut-être trouvé qu'il y en avait trop. Et lui, il disait, non, en fait, c'est pire que ça. En fait. Et puis, dans le cynisme, il dit, mais parce qu'on peut se dire, est-ce que vraiment un mec à qui on a sauvé la vie, est-ce qu'il va faire un coup pareil après, derrière? Bah oui, parce qu'en fait, ce serait une faute professionnelle s'il ne le faisait pas. C'est-à-dire que quand on a une opportunité de maximiser les profits dans le monde de la finance en jouant sur deux tableaux, et puis qu'on choisit celui qui rémunère le plus, et ben, s'il faut tuer son frère, eh ben on le fait, parce qu'en fait, c'est vu comme... il ne va pas être grillé dans le monde de la finance. Au contraire, c'est du professionnalisme. Et ça n'empêche pas qu'ils aiment leurs enfants et qu'il fait bon boire un coup avec eux. Mais dans leur boulot, c'est sans foi ni loi. Et là, l'opportunité qui s'ouvre à Frédéric de se dire, je vais me servir des autres pour faire tomber le prix de la boîte, et comme ça, c'est eux qui bénéficient du bon coup. Donc là, j'ai le droit de négocier une grosse part de la plus-value. C'est évident qu'il va le faire, quoi. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question hier soir en me disant, quand même... est-ce qu'il aurait fait ça, et quand Cédric dit j'aurais mieux fait de le laisser pourrir sur le bargy, ouais, il l'aurait fait, quoi. Allez-y, madame. Oui, je voulais vous dire merci, parce que vous m'avez embarqué, en fait, et c'est pas dans mes habitudes de me lever, de chanter, parce que j'ai chanté à la fin, comme quand j'ai vu le film que vous avez fait avec François Ruffin, Je veux du soleil. C'est un peu, on sent qu'il y a quelque chose qui sort de là. Mais merci aussi de nous avoir fait connaître cette région que je ne connais pas du tout, cette haute technologie que je ne connais pas du tout. Donc ça, c'est bien, parce que alors je me suis dit, ça y est, j'ai commencé par dire, je suis dans un reportage, un film de reportage, c'est intéressant. Puis après, bon, il y a les vilains, il y a les méchants qui arrivent, évidemment. Alors les méchants, c'est la finance, ce sont les patrons. Bon, on va continuer comme dans les films qu'on a vus sur ces thèmes-là. Il y a d'autres réalisateurs qui ont fait récemment des films sur le capitalisme, le méchant capitalisme qui appuie sur la tête de tout le monde. Et alors, et après, tout d'un coup, je me suis dit, quand il y a eu le happy end,
J'ai dit pourquoi le happy end. Après, en deuxième, c'est super, c'est parce qu'il y a un happy end qu'on aussi, entre autres, comme disait le monsieur tout à l'heure, qu'on se lève, qu'on chante, qu'on est content. Puis surtout à l'heure actuelle où on a que des mauvaises nouvelles et on se dit ouf, ça fait du bien. Mais après, on se dit mais non, c'est pas la vraie vie. C'est pas possible, ça peut pas arriver. Et puis merci aussi de nous avoir dit ce que c'était que le LBO. Je vais essayer de retenir LBO parce que je n'ai rien compris. Je ne comprends rien à la finance. Je crois que c'est pas grâce à vous non plus avec ce que vous avez dit dans le film que je comprendrai. Je ne sais pas si ça va vraiment m'intéresser. Ça fait longtemps que j'écoute ce genre de discours, de savoir qu'il y a le grand capital qui veut nous manger et qu'il y a au-dessus de nous une espèce de force contre laquelle on ne peut pas lutter. Donc voilà, c'est un peu un mélange de tout. J'étais enthousiaste, je chantais encore dans la voiture quand je suis partie, mais après j'ai réfléchi, j'ai dit mais non, mais enfin il nous fait avoir, enfin il nous a fait un happy end parce qu'il voulait faire justement un film grand public à la fin et qu'on s'est fait avoir, mais ça fait rien. Même si on est nombreux et peut-être plus d'1 million à se faire avoir entre guillemets, je mets des guillemets, je voulais pas vous égratigner, mais vous dire aussi que c'est cette impression d'avoir vu 2 films en même temps et de dire est-ce que c'est grâce à cette happy end, je terminerai par là, que vous avez pu obtenir des financements plus intéressants ou est-ce que s'il n'y avait pas cette happy end, ça aurait été plus difficile? Voilà, merci. Merci pour... bon, il y a plusieurs choses. Déjà, content de vous avoir fait découvrir cette région. Non pas... parce que nous, on a un problème. Oui, on a un problème, c'est qu'on est une région riche et touristique. Alors, en général, si vous parlez de la Haute-Savoie, on va vous parler de Chamonix, de Megève, des stations, du lac d'Annecy, et on ne va pas vous parler du décolletage. Je vais même vous dire un truc, chez les bourgeois à Annecy, de l'autre côté du col des Vires, pour ceux qui connaissent un peu la géographie, les gens d'Annecy ne connaissent pas plus que vous ce qui se passe dans la vallée de l'Arve, parce que ça pue un peu, c'est quand même l'industrie et tout ça, c'est pas bling bling, quoi. Donc on est content aussi quand, au début qu'on a commencé à faire ce film, quand on a dit qu'on allait tourner en Haute-Savoie une fiction, alors on va dire un peu les notables du coin, super, alors tu vas tourner à Annecy, à Megève. Non, on va tourner à Sionzier. Ah ouais, d'accord, bon, c'est pas l'image habituelle de la Haute-Savoie, mais on ne travaille pas pour l'office de tourisme du département, donc ça tombe bien. Après, sur la recherche de financement, non, je crois vraiment que l'idée dès le début a plu. Cette idée de se dire, bon, finalement, ils ne sont pas plus cons que les financiers, c'est des ouvriers malins, ils se mettent ensemble et ils retournent l'outil de la finance contre la finance. C'est plutôt cette idée-là qui a plu. Après, happy end, pas happy end, j'en sais rien si ça a aidé. En termes d'aide pour les financements, si vous voulez, c'est pas non plus Byzance. C'est-à-dire que c'est un film qui a été dur à monter financièrement, avec pas mal de refus et pas mal d'institutions aussi du cinéma qui aussi jugent à la fois sur mon nom. Et puis voilà, il y a beaucoup de films aussi. Je ne vais pas me victimiser, mais autant je pense que mon nom est un avantage dans certains milieux par rapport aux films que j'ai fait avant, autant dans certaines institutions du milieu du cinéma. Vous voyez, comment on va définir ça sans se fâcher. Mais enfin, en tout cas, à l'époque, on disait gauche caviar. Enfin, on veut bien être de gauche, mais il ne faut pas trop déconner non plus. C'est pas forcément une aide. Donc, je me plains pas de ça parce que je suis content qu'il y ait des gens qui suivent et puis on sait qu'en donnant des coups, on va en recevoir. Mais en même temps, on a parfois l'impression d'être pas traité comme les autres dans certaines commissions et tout ça, et qu'il y a toujours un petit paramètre qui peut parfois être un avantage, qui souvent peut être quand même un désavantage, et donc c'est un peu flippant, parce qu'il y a quand même des décisions sur les financements qui reposent sur 1 ou 2 personnes, et si jamais ça coince avec celle-là, c'est carrément tout le film qui tombe à l'eau, quoi, jusqu'à 3 semaines avant le tournage. Donc c'est un peu, c'est un peu flippant. Mais bon, oui, mais après, je pense que dans le parcours de Gilles, il fait ses preuves. Donc on voit aussi que petit à petit, ton nom, même si tout à l'heure tu parlais de cinéastes engagés, militants, c'est quelque chose qu'ils détestent parce qu'on ne parle pas des cinéastes qui sont de l'autre côté comme des cinéastes engagés et militants, pourtant ils le sont pour leur camp, quoi. Donc, et ça, en fait, c'est par la force du travail et puis la rencontre avec le public qui s'opère, qui marche, et le fait que les films de Gilles, de François, avec François Ruffin remplissent les salles, c'est aussi la reconnaissance, elle vient de là, et je crois que c'est la meilleure
Donc, il ne faut pas, Ah oui, non, faut mais pas trop s'en faire. Et puis, je reviens sur le happy end. Alors, le film, c'est une fin heureuse, mais on dit que c'est un feel-good movies dans le genre. C'est comme ça, c'est un petit peu comme ça qu'on dit, parce qu'on rigole, c'est un peu de la comédie et tout ça. Mais n'empêche qu'à la fin, c'est ting, 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 et on a les enchères inversées, et les gars, et Laetitia, et tout ça, il faut quand même qu'ils arrivent à avoir le marché, et c'est pas tout cuit, et il va falloir qu'ils luttent, qu'ils se bagarrent maintenant au quotidien, et pour eux, quoi. Donc, moi, je modérerais ce happy end, je sais pas si... Ouais. Voilà. Oui. Ah, mais t'as raison. Ouais, t'as raison. En tout cas, on sent que ça dépend aussi des spectateurs, parce qu'on a quand même eu des spectateurs tests. Il y en a qui voient ça comme c'est formidable, et puis d'autres qui disent putain, c'est dramatique, parce qu'en fait, ils vont se trouver dans une merde, parce qu'en fait, on sort pas de l'économie de marché. Ils sont toujours en concurrence. Et alors, le seul truc qui les avantage, c'est qu'effectivement, déjà dans l'esprit, s'ils arrivent à monter leur projet idéal de boîte avec le plafonnement des salaires, les 50% de conseil d'administration pour les salariés, on peut espérer que la boîte va mieux fonctionner, en tout cas dans l'état d'esprit. Et puis comme ils l'ont racheté peu cher, puisqu'ils ont fait tomber le prix, ils ne sont pas étranglés par les emprunts comme s'ils avaient été rachetés par des Apollo ou des gros fonds d'investissement. Donc a priori, ça va mieux se passer pour eux, mais c'est pas non plus, ils ne partent pas non plus dans un parcours fait de pétales de rose, quoi. Je sais pas si ça se dit. Oui. Bonjour à tous. Vous nous direz justement s'il y a une suite, un film coup de poing, si vous êtes parti pour une grande fresque. D'abord, bravo pour ce film. Moi, j'ai été très ému par la scène avec le père et ses enfants dans l'usine, qui me fait penser... Alors moi, je viens d'un endroit paumé, en plus, parent ouvrier, et j'ai des enfants, donc j'ai coché toutes les cases. J'ai trouvé cette scène magnifique. C'est une façon de donner une autre image de ce milieu-là, et j'imagine que c'était votre propos. Je suis heureux aussi que vous ne soyez pas un ancien trader, parce que c'est aussi à la mode. Les anciens traders, ils se reconvertissent, ils font des choses très bien, hein, parfois, mais on oublie un petit peu ce qu'ils ont fait avant, et ils ont fait crever des gens, par exemple. Donc ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui ne vient pas de ce milieu et qui fait un film sur le sujet. Je voulais vous poser la question de vos inspirations, notamment les réalisateurs. Alors, vous nous direz si vous en inspirez ou pas, d'une façon ou d'une autre, Guédiguian, Stéphane Brisé, les réalisateurs espagnols, latino-américains, je pense notamment à Arano, qui avait fait Les Lundis au Soleil, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Lunes al Sol. Il vient de sortir un film qui s'appelait El Buen Patrón. Ah oui. Voilà, mais il avait fait ce film-là avant, que je conseille pour ceux qui ne l'ont pas vu. Les Italiens aussi, ça remonte un peu, mais ils ont fait des sacrés films sur le milieu du travail et même de la finance. Et RH, Ressources humaines, pardon, de Laurent Canté. Les acteurs et actrices, est-ce que vous avez refusé des noms ? Je ne sais pas si vous pouvez le dire, ça serait intéressant de savoir. Parce que, par exemple, ils prennent trop de place ou ce genre de choses. Parce que là, il y a trop de questions. Mais j'ai terminé, il me reste une phrase. Et après, je vous redonne le micro. Il y en a deux, il n'y a que deux questions. Il y a l'inspiration au niveau des réalisateurs, réalisatrices, et les acteurs. Et je termine par une phrase. Sur le... Ça y est, on m'avait fait perdre le fil maintenant. Ah oui, ça y est. Sur le fait que François Ruffin et vous avez fait des films documentaires qui avaient pour objectif d'aller vers les gens et aussi de transmettre, traduire la colère, pas seulement la colère, des revendications, etc. C'est pas que de la colère. Et cette tentative, malheureusement, a débouché sur une défaite électorale. Alors, pas aussi importante que prévu, mais est-ce que ça remet en cause une partie de votre réflexion sur cet engagement, ou alors ça vous encourage à le faire différemment, ou bien est-ce que vous avez reçu ça comme un coup d'arrêt ? Voilà. Non, vous avez gâté avec la dernière question. Là. Je vous ai gâté, mais comme ça, après, je lâche le micro. Merci. Non, je vais faire vite avec... Non, je vous dis ça de façon humoristique, oui, mais je sais bien. Il ne reste plus que 20-25 minutes de débat. Ça, je ne sais pas. Voilà. Et voilà. Non, mais je vais faire court. Sur la dernière question, non, c'est pas... Déjà, je pense que... voilà, si on veut parler électoralement, c'est pas non plus une défaite cinglante comme ça pouvait s'annoncer. Voilà, et je veux dire, si nous on commence à baisser les bras parce que ça n'a pas aussi bien marché, machin, bon, alors à ce moment-là,
Bon, moi, je suis pas, voilà, ni François, ni moi, ni beaucoup de militants n'est pas là. Enfin, si on lâche l'affaire, alors je vais pas, qui est-ce qui reste? Donc Guillaume Canet, enfin machin, enfin le Cap Ferret, tout ça, bon, tu vois. Et donc non, je pense pas. Il y a pire que Guillaume Canet, ça me sort son, peu importe. Mais donc en fait non, il faut pas qu'on lâche l'affaire. Ça remet pas en cause notre façon de faire. Nous, on est persuadés. Je parle au nom de François parce que voilà, on partage ça, que justement par les affects, par le témoignage direct, par l'émotion, par le rire, la colère, on est capable d'emmener des gens vers la politique. Et que c'est pas en faisant des tracts politiques dans des films ou du discours politique qu'on va rendre la chose plus sexy. Au contraire, ça fait fuir des gens et donc du coup, il faut trouver des biais détournés. Alors, si un film pouvait changer la société, ça se saurait. Nous, on essaye de mettre notre pied à l'édifice et puis voilà, puis on va continuer. Voilà. Donc ça c'est. Après, je vais juste rebondir par rapport à le début de votre question sur la scène avec les enfants. C'était pas une question. Alors excuse-moi, Philippe, mais je rajoute une question. Mais cette scène-là, comment dire, elle était dès le début dans le film, parce que c'est du vécu. Moi, mon père m'a emmené à l'usine dans une période qui était difficile pour nous, pour notre famille. Et c'est du vécu. Et en fait, c'est tellement important, la fierté il y a plein de gens qui passent un tiers de leur vie au boulot et qui n'en parlent jamais, qui ne sont pas fiers de ce qu'ils font, de plus en plus, des gens qui souffrent au travail, qui ne sont pas fiers de la finalité de leur travail. Et quand on a des boulots comme ça, on peut être... Enfin, tous les boulots, on peut être fier de ce qu'on fait. L'assistant parlementaire de François, Damien Maudet, qui est devenu député, sa mère était... auxiliaire de vie sociale, il n'a jamais osé le dire. Et c'est quand on fait Debout les femmes, qui dit c'est maintenant que je vois le métier de ma mère, et parce que pour nous, ma mère, elle torchait le cul des vieux. Voilà la valorisation de ces métiers-là. Et là, dans ce film-là, je crois qu'il y a cette fierté du travail et du travail manuel, de fabriquer des choses, de servir à quelque chose, quoi. Et moi, ça m'émeut là quand je vous en parle, mais ce souvenir de visite de l'usine avec mon père, c'est de mettre des images sur des mots, parce qu'il parlait un peu de l'usine, les 3-8, les machins, mais bon, pour des gamins, ça reste abstrait. Et là, comme ils étaient en grève, ils bloquaient l'usine, et du coup, on avait pu aller dans l'usine en tant que gamin pour voir finalement de quoi ils parlaient. C'est un souvenir fantastique. Et ce film, il parle aussi de la filiation. Ça parle beaucoup de ça, moi. Vous avez cité les 3 générations, là, elles sont là aussi, les 3 générations. Le père, avec son discours syndical et politique, comme il dit, Cédric, au début, tu nous as assez saoulés avec maman, avec tes histoires de syndicats, de politique. Ben oui, c'est souvent le cas. Mais ce qui nous paraissait intéressant dans ce film-là, c'est que Cédric, par l'expérimentation, par l'expérience concrète dans sa boîte, finalement, il adopte les thèses de son père. Il revient sur les théories de son père qui sont encore valables aujourd'hui, évidemment, mais qui ont été rendues peu attrayantes, peu sexy, dévalorisées, critiquées, moquées, ringardisées, alors que qu'est-ce qui est plus ringard, c'est de construire la sécurité sociale et d'avoir une CGT, un parti communiste qui crée une société plus égalitaire et meilleure à la libération, ou est-ce que c'est le monde de Macron qui met tout le monde contre tout le monde, qui détruit les services publics? Elle est où la modernité? Moi, je crois que la modernité, elle est plutôt à donner accès à la santé pour tous, plutôt que faire de... Voilà. Mais bon, ça, c'est une bataille dans la dialectique aussi. Donc voilà, merci d'avoir relevé cette séquence. Et après, oui, sur le choix des acteurs. Ouais. Non, attends, là, je veux faire parler un petit peu Marion. Ouais. Non, fais référence à votre... vous avez parlé des comédiens et tout ça. Okay. Et donc, ton rôle, un petit peu, déjà, nous dire un petit peu quel est le rôle d'un directeur artistique, et puis comment, en fin de compte, le monde de la fiction, donc ces comédiens, comment il y a eu cette osmose qu'on sent dans le film avec le monde réel de ce que tu viens de raconter, Gilles, comment ça s'est passé? Oui, la direction artistique, bon, c'est peut-être deux mots un peu bizarroïdes, hein, mais pour dire que j'étais depuis le début à l'écriture, mais jusqu'à la fin à la post-production sur les choix et sur aider Gilles à
mettre en cinéma en fait ces idées. Alors c'est passé par le scénario, c'est passé par les comédiens. Donc sur le casting, on a travaillé d'abord tous les deux, on griffonnait, on avait des idées, on savait que c'était des quarantenaires, donc voilà, on fait un peu comme tout le monde, des listes et tout ça. Et puis après, avec la production, là on voit ce qui est faisable, pas faisable, parce que tout ça, ça coûte. C'est en tout cas sur le budget du film, c'est le premier. Les premières Christian dépenses, Clavier n'était pas dispo en plus. C'est les premières dépenses. Donc, on a eu quelques déconvenues parce qu'il y avait des agendas qui ne convenaient pas, tout ça. Mais sinon, ça a été vite, oui, de la part de tout le monde. Et à partir du moment où on avait le trio qui a été constitué autour on va dire d'une tête d'affiche, Pierre Deladonchamp qui quand même est maintenant bien connu, Greg Montel aussi, et qui a amené ce côté comédie très intéressant. Et puis pour parfaire le trio, là, ce grand costaud, Vincent Deniard, que vous allez voir, je pense, de plus en plus. Et ça a marché, c'était important que ce trio il marche. Donc on a travaillé avec une directrice de casting. Nous, ce qui nous tenait à cœur, c'est qu'il y ait un effet de troupe, vraiment, que ça marche. Donc voilà, tous les comédiens, ça a été chouette. Et puis après, la direction artistique, c'est sur la mise en scène. On était deux sur le plateau. Donc Gilles, il était à côté de la chef-op. C'est Eva Sehay qui est une jeune, c'était son deuxième long métrage, elle a 32 ans. Donc il était à ses côtés. Et moi, j'étais avec la script, il y avait un combo derrière. Et on a fait ça tout du long pour avoir nos avis et singuliers. Et après, à chaque fin de prise, discuter et dire « Ah ben non, ce serait plutôt comme ci, comme ça ». Et sur un tournage, il y a tellement de choses à faire que, oui, il y a des choses qui m'étaient dévolues pour aussi dégager du temps à Gilles pour qu'il puisse vraiment se concentrer aussi. C'est pas rien. Alors, il disait tout à l'heure le passage à la fiction, c'est une autre dimension. Il en était tout à fait capable parce que c'est vrai, quand il est sur un doc, il est quasi tout seul et c'est peut-être plus facile d'être sur une fiction très entourée que d'être tout seul. Mais tout ce monde-là, il faut aussi, il est en attente. Et donc, moi, j'étais aussi beaucoup là pour répondre aux attentes de tout le monde. Voilà, donc c'est, je sais pas, je disais sage-femme tout à l'heure, j'étais là. Enfin, dans le film, c'était surtout l'infirmière qui rentre dans la chambre. Vous ne l'avez pas reconnu, mais... Justement, est-ce que je pourrais continuer sur attendez, on finit juste là-dessus, et je vous redonne la parole. Gilles, justement, cette osmose, c'est un petit peu parce que faut aller plus loin aussi là. C'est une usine, un copain à toi, où tu avais travaillé. Et cette osmose, elle s'est faite parce que c'est toi qui les as accueillis dans cette... Raconte un peu ce qui s'est passé là. Comment, en fin de compte, pourquoi ils se sont sentis aussi bien? C'est peut-être pas par hasard. Oui, c'est vrai qu'on est plutôt surpris par la qualité du casting. On n'était pas parti sur un truc comme ça. Moi, première discussion sur le casting avec le producteur, c'était de dire, moi, je m'en fous d'avoir un casting pourri. L'important, c'est qu'il y ait une bonne ambiance et qu'on ait le groupe. Le producteur, il me dit, attends, le casting pourri, t'oublies tout de suite. Parce que maintenant, aujourd'hui, partir avec un casting pourri, quand tu n'as pas d'expérience et tout comme ça, le film, on ne le montrera jamais. Donc, pourri, c'est pas bankable. Enfin, oui, gros, voilà. c'est ça, Oui, ça ne veut pas dire que les comédiens sont mauvais. Oui, voilà. Et donc, bon, voilà. Mais c'est vrai qu'on a un super casting. Ils ont quasiment tous accepté dès le début. Le premier rôle, ça a changé un peu, comme disait Marion. Et Pierre est arrivé avec bonheur parce qu'il a porté aussi tout ça un peu sur le tard. Mais en même temps, il s'est senti porté. Il a bien compris qu'il y avait une part de mon histoire là-dedans. Et moi, j'ai tout fait pour les immerger dans mon milieu, dans notre milieu. Et c'est vrai que quand ils arrivaient, que je leur montrais comment marchaient les machines, qu'on allait au bistrot, où là, nous, on va aussi, et que finalement, on connaissait tout le monde, toute l'équipe a été immergée dans ce truc-là, et je pense que ça se ressent aussi dans le film final. Et en fait, il y avait beaucoup de respect de la part de l'équipe technique et aussi des comédiens. Et moi, je ne m'attendais pas à ça, c'est-à-dire qu'ils connaissaient quand même mes films d'avant, la plupart. Et en fait, ils voyaient qu'il y avait quand même une légitimité à porter ce film-là, et finalement, ils étaient assez respectueux.
oui, enfin en tout cas fier et content et de participer à ce groupe. Et le groupe s'est soudé, on est toujours tous très en lien, ce qui n'est pas forcément toujours le cas d'après ce qu'on nous a dit sur les films, parce qu'en fait, voilà, on a vécu quelque chose de très collectif. Et ça, c'est pour moi, enfin, si c'est faire des films et se faire chier, enfin, avec des histoires d'ego. Enfin, moi, je fais pas du cinéma pour faire du cinéma, tu vois. Je veux dire, voilà, si on n'a pas une idée à porter, si on vit pas quelque chose de collectif ensemble, laisse tomber. À la limite, je reprends enfin, je sais pas si on voudrait encore moi dans mon ancien métier. C'est vrai que j'ai un peu un trou dans le CV, mais en tout cas, voilà, c'était très très agréable. Après, je réponds juste par rapport à mes influences. Moi, en fait, j'ai peu de culture cinématographique. J'y suis arrivé vraiment sur le tard. Mais ça va vous paraître bateau ce que je veux dire. Il y a quand même un nom qui sort parmi tous, c'est quand même Ken Loach, quoi. Voilà. Après, il y a des films que j'aime bien, et puis je reconnais le talent des autres. C'est pas là. Mais je suis toujours après. J'ai eu la chance de le rencontrer. On a échangé parce qu'il se trouve qu'il est ami avec le voisin dont je vous parlais et tout ça. Donc et dans la gentillesse, dans la douceur, dans la façon de faire, dans la sensibilité, mais surtout dans l'exactitude des thèmes traités. Moi, je suis toujours atterré par, je vais citer Sorry We Missed You, donc son dernier film. Voilà, il faut que ce soit un mec de 83 ans qui traite de l'ubérisation de la société de la façon la plus juste et de la plus sensible possible, quoi. Il fout de quoi, enfin les Français, les d'autres réalisateurs, je veux dire, sur des questions qui minent la société comme ça, et lui il est là, quoi. Et c'est juste, ça passe par les émotions, ça passe partout, et c'est quand même hyper précis. Donc voilà, si j'avais un nom à citer, c'est quand même lui, quoi. Mais vous y attendiez un peu peut-être. Madame, je m'excuse, je vous redonne la parole. Non, je vous en prie. Oui, c'est parce que vous parliez à Marion Richoux et je voulais continuer sur son rôle de scénariste. Parce que, bon, j'ai beaucoup aimé le film. Effectivement, on pense à Ken Loach et on pense surtout à ces personnages qui sont dont les réparties sont tellement vrais que ça nous fait rire. Bon, ça, Ken Loach est très très bon là-dessus, sur mettre de la chair dans des personnages. Et donc, les garçons, enfin les hommes de ce film-là, c'est une bande. On voit comment ils construisent tout, on les voit monter l'histoire, etc. Par contre, les trois personnages féminins sont beaucoup plus discrets. Et là, je pense que, discrets, ne sont pas filmés de la même façon. D'abord, elles ne sont pas copines, les trois filles, puisqu'il y a Julie, il y a la femme, dont je me souviens plus du prénom, la femme du personnage principal, et puis Madame Berthier, qui s'appelle, je ne sais plus comment, Joséphine. C'est Nathalie et Joséphine. Nathalie et Joséphine. Et donc, elles sont très marquées, très différentes les unes des autres. On comprend bien que la femme, Nathalie, défend ce que fait son mari en le traitant de Bill Gates. Enfin, on comprend la grande complicité là. Mais ce sur quoi je m'interrogeais sur les choix de scénario, c'est qu'il semblerait, ou j'ai peut-être mal compris, que Julie ait eu un rôle très important. En particulier, on a l'impression que c'est elle qui a prévenu l'humanité Mediapart. C'est elle qui déclenche un mouvement qu'on appelle une grève, mais alors pour quelqu'un qui... Bon, enfin bref. Effectivement, le mouvement qui fait que Apollo ne veut plus, décidément, ne veut plus acheter Berthier. Mais donc le traitement du rôle de Julie est très différent. On comprend, on devine, je me trompe peut-être, mais c'est pas dit. C'est pas dit. Oui. Alors que ce que font les trois hommes ensemble, il y a toute une scène où ils montent le truc qui est très drôle, où ils renversent le vin rouge, etc. Ouais. C'est une bande de copains. Et c'est pas des copines, bon, mais voilà, c'est très masculin. Oui, on comprend que Julie était quand même était au lycée avec eux, que Joséphine, voilà, c'est un cercle. On en parlait aussi tout à l'heure avec une spectatrice, la vallée, où il n'y a pas la distinction les fils, les filles de patrons et les ouvriers. En tout cas, à l'école, ils se côtoient. Ils évoluent ensemble, donc il y a des histoires d'amitié, des histoires d'amour. On peut imaginer, enfin on comprend que Cédric il s'est pris un râteau, comme on dit, par Julie. Et on avait développé les personnages féminins davantage, on peut le dire. Après, il faut faire des choix aussi dans un scénario. On a dû éluder quelques
quelques parties des personnages féminins, mais Nathalie, la femme de Cédric, qui a pâti un peu de cet allègement nécessaire quand on a dû tourner. Elle est peut-être pas beaucoup là, mais on la trouve, nous, en tout cas, encore aujourd'hui, enfin hier quand je voyais le film, elle est très présente. Et Marie Denarnaud, qui est l'actrice qui incarne Nathalie, a une présence très forte. Moi, je trouve charnellement, elle est très très présente. Et l'art du cinéma, c'est aussi de pas tout dire. En tout cas, de ressentir et de voir les choses, de les suggérer. Donc on a fait aussi ce pari-là. Donc j'espère qu'il est réussi. Ouais. Oui. Juste compléter. C'est vrai que c'est un film de mec quand même. Voilà, ça se tourne autour de ce trio et cette bande de copains. Et effectivement, ça se fait un peu au détriment des personnages féminins. Après, on ne dévalorise pas les personnages féminins. On voit à quel point Julie est intelligente, maligne et en même temps nécessaire. C'est nécessaire. elle, en effet, qui. Sans elle, il n'y a rien de possible. Quoi. Sans elle, il n'y a rien de possible. Et puis elle boit des coups aussi. Oui, justement, excusez-moi, je vous interromps, mais c'est dans le discours que vous avez. Je me demandais si c'était pas le personnage de fiction, peut-être le plus de fiction que tous les autres personnages. Ah ouais. Voilà. Bon. Oui, et puis alors nous, ce qu'on a aimé aussi en choisissant Laetitia Doche, qui était pour le coup dans le casting présente dès le début, c'est qu'elle est à contre-emploi. Vous l'avez vu certainement dans d'autres films où elle fait la délurée de service, toujours un petit peu un personnage en décalage. Et là, pour nous, c'était aussi un rôle différent où elle avait un peu la trouille quand même de s'embarquer là-dedans, mais où son sérieux, parce qu'en fait, elle aussi, elle vient d'une famille plutôt... elle vient d'une bonne famille, donc c'est un peu elle aussi. Et il y a ce moment où elle tourne, et ça vient... avec l'histoire de sa mère notamment, parce que là aussi il y a la question de la relation à sa mère, où on sent que c'est une femme qui était forte, qui a fait des études, qui a fait des études pour gagner sa vie, et bien sa vie, et puis que là elle a ce retour au bercail et finalement elle se fait prendre par ce pays, par ce territoire qu'elle aime, et puis elle veut être proche de sa famille. Donc c'est ça aussi qui fait que elle va les aider. Et sans Julie, il n'y a rien qui est possible. Mais c'est vrai, je pense que vous avez raison dans le côté personnage de cinéma. C'est sûr que c'est elle qui est le plus articulée, sans doute. Après, je peux vous en présenter des Julie dans la vallée. Parce que tous ceux que vous avez vus dans le film, là, je peux vous en trouver plein. Vous allez les voir. Moi, je les ai côtoyés au lycée. Donc, en fait, voilà. Et c'est assez marrant parce que c'est vrai moi, je suis très en attente de la réception du film dans la vallée. Ça va être le bazar. On commence le 9 septembre et on a 5 jours d'avant-première dans les cinémas. Et les premiers trucs tests avec quelques amis, mais pas que. On en a essayé avec des gens, c'était vachement intéressant parce que c'est important que eux, déjà, la priorité, eux se retrouvent dans ce film-là. Et je me rappelle que les musiciens, parce que les musiciens, la musique sur laquelle vous avez dansé, je sais pas qui, en fait, c'est les musiciens que vous voyez dans le bar, vous avez compris. Et en fait, dans le groupe, c'est un groupe local, et il y en a 2 qui travaillent dans les usines de décolletage. Donc ça avait du sens aussi de faire travailler. Et en fait, eux, la réplique, ils la reprenaient sans arrêt, parce qu'après, on a discuté à la sortie du film, c'est « j'ai arrêté de me trahir moi-même, et tout ça. Et en fait, c'est ce que dit Julie à la fin, en disant, quand Chanterelle lui dit « vous m'avez trahi », et en fait, voilà, je crois que ça parle aussi de ça, de toute cette génération-là, ou moi, qui ai 10 ans de plus qu'eux, on a été bercé quand on était dans nos études qu'il fallait être mobile, qu'il fallait bouger, qu'il fallait savoir se vendre, qu'il fallait... et pourquoi quoi. Enfin, je dis, est-ce que tu es plus content quand tu fais des missions de 2 ans à Taïwan et puis tu reviens 3 ans à Londres, et puis est-ce que... Bon, il y a des gens à qui ça plaît, mais est-ce que forcément la vie, ça doit être ça? Je ne suis pas sûr. Il y a des gens qui sont très bien là où ils habitent et puis qui espèrent juste une chose, c'est de vivre dignement de leur travail et puis de rester sur un territoire, quoi.
Et le rêve qu'on nous a vendu sur cette mobilité permanente, avec surtout un détachement du salarié qui ne peut pas être attaché à un territoire, il ne peut pas dire c'est ma boîte, ça c'est insupportable pour des groupes financiers. Il faut qu'on puisse les échanger, qu'on puisse bouger tout ça, parce que quand ils commencent à s'approprier leur boîte ou s'approprier un territoire, ça va être plus compliqué pour faire ce qu'on veut avec l'entreprise. Et donc du coup, elle a adhéré à ces théories, elle a bougé, et puis à un moment donné, la vie, sa mère, comme tu disais Marion, la vie de famille, l'âge, tout ça fait que finalement, elle veut essayer de reprendre racine et puis qu'elle bascule du bon côté, de la force. Moi, je voulais intervenir parce que je trouve que dans ce film, le paradoxe, c'est que donc, on est sur le registre de la comédie, et pourtant, moi, je fais le lien avec la période du Front populaire, avec La vie est à nous, La belle équipe, et il y a quand même un souffle que vous avez réussi à donner et qui fait le lien quand même avec tout ce que vous avez fait avant. Moi, je l'ai trouvé là, dans ce collectif, dans ces hommes, dans ces femmes qui sont attachés à un territoire, cette Julie qui est proche de sa mère, qui est malade. Donc, c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on nous vend souvent dans les discours, à savoir les gens sont isolés, les gens n'ont pas de racines, les gens, voilà, ce que vous étiez en train de dire. Et moi, j'y vois là, enfin, je trouve que c'est formidable d'avoir réussi à faire ça, c'est-à-dire de tenir ce discours dans un registre de la comédie. Et il y a de l'émotion, et ça m'a fait penser aussi à Connemara, le livre sur les Vosges, où on voit aussi, il y a aussi un personnage de femme qui va faire ses études à Paris, qui revient, et puis qui revient dans son village et qui a un besoin de racines. Donc ça, j'ai trouvé ça très fort, et je fais le lien aussi avec moi, l'image que j'ai trouvée forte, qui m'aurait presque donné envie de pleurer, c'est quand Rufus, enfin le père, voit la nouvelle machine arriver vers la fin. Je trouve que c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Enfin, bravo. Nous, on a pleuré, il n'y a pas de honte à pleurer. Là, faut que je sois court, mais je vais quand même... Ouais. Non, en fait, c'est là qu'on voit, la force, le talent des acteurs. Moi, c'est un monde que je connaissais pas, le milieu des acteurs et tout ça. Et c'est vrai que juste avant cette scène-là, Pierre, il connaissait mon histoire. Il est venu, évidemment, on a préparé tout ça, et mon histoire personnelle, le rapport à mon père et tout. Et c'est vrai qu'on avait discuté un petit peu tous les deux juste avant. Et c'est vrai que ce moment-là, quand le père arrive et qu'il tourne autour de la machine, et le regard de Pierre, Rufus et tout, sur le plateau, je peux vous dire qu'on était tous là, tout le monde avait les larmes aux yeux, et c'était hyper intense. Et on est très très content d'avoir réussi ce moment de cinéma pour le coup. Donc voilà, merci d'avoir noté. Il y a plusieurs moments comme ça, et c'est vrai que c'est des moments qui, moi, quand je regarde encore maintenant, qui nous émeuvent encore. Et c'est vrai que le truc d'acteur, parce que bon, vous êtes des cinéphiles convaincus et tout, mais et habitués, mais c'est vrai que moi, quand on les côtoie pas, il y a quand même des belles performances, quoi. Il y a quand même des bons. Et c'est vrai que c'est très agréable de voir quelqu'un qui, en un quart de seconde, passe d'un personnage à un autre. Et quand on dit non, il faudrait un petit peu plus comme ci, un peu plus comme ça, ils réussissent cette performance. Et aussi d'avoir des acteurs qui sont capables de proposer des choses. Nous, on n'était pas du tout hermétiques aux propositions. Et c'est vrai que l'interprétation de Pierre du personnage de Cédric, par exemple, a amené plus de chaleur humaine dans le personnage tel qu'on l'avait écrit. Enfin, je pense, Marion, tu vas pas me dire le contraire. Je fais vite, ouais. Et c'est vrai que c'est très agréable aussi. Alors, il ne s'agit pas de tout prendre les propositions des acteurs, parce que sinon on se fait submerger. Il faut quand même savoir ce qu'on veut. Mais c'est quand même vachement bien d'avoir des acteurs qui sont capables de proposer des choses, et souvent des choses justes. Et voilà. Donc on a eu vraiment la belle équipe. Ah. On est vraiment en retard. Je vous remercie de votre attention et de vos questions, de votre participation. Merci infiniment à vous deux. Et vraiment, Gilles, te remercier. Mais toi aussi, on ne se connaissait pas, de connaître la coucheuse des beaux projets de Gilles. Et en tout cas, Gilles, encore merci au nom du festival. Mais
au nom aussi de tous des exploitants de France, où en fin de compte, tu acceptes de venir et tu viens pas défendre tes films, parler de tes films avec les spectateurs. Et je voudrais te remercier de ça. Voilà. Merci beaucoup.